Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'une des chambres du Parlement congolais. Jean-Claude Tshilombayi, cadre de la majorité au pouvoir, et puis acteur politique chevronné. Il s'exprime aujourd'hui sans détour sur des grandes problématiques qui rythment l'actualité congolaise. De l'accord de Washington, l'accord de paix entre RDC et le Rwanda, le deal minier, oui, en perspective, au dialogue interne en passant par les turbulences au sein de l'UDPS, son parti politique, et l'état de la gouvernance nationale au pays, quel regard porte-t-il réellement sur les défis et les dérives du moment? Voici un entretien sans concession, dont invité sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, Jean-Claude Tshilombayi. Bienvenue. Bonjour, cher Fabien. Alors, c'est donc une sortie, l'une des rares sur nos antennes. Depuis que nous sommes ici, on commence par les accords de Washington, l'accord de paix avant d'aborder le deal, parce que les deux, apparemment, s'imposent concomitamment ou simultanément, tenant et aboutissant. Quelle est votre lecture, la lecture de Jean-Claude Tshilombayi, une lecture politique et institutionnelle de l'accord signé à Washington? C'était le 27 juin 2025, un événement partout dans le monde. Merci beaucoup, cher Fabien. D'abord, c'est de vous féliciter pour l'organisation que je rencontre ici, et la structuration du service que j'ai marqué ici. Merci. Et souhaiter bon vent à l'entreprise. Je crois que ça va aller. Je connais vos capacités et vos talents intellectuels et professionnels. Je pense que ça ira de mieux en mieux. Nous sommes nombreux, des maillots dans une chaîne. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. D'abord ici, c'est de noter que c'est un accord historique pour bien des raisons. D'abord, on vous a dit ici que cette guerre est la guerre la plus meurtrière après la Deuxième Guerre mondiale. Ça signifie que ni le conflit en Corée, ni la guerre de Biafra, moins encore des guerres en Afghanistan, en Irak et tout ce qui est intervenu après ne pouvait concurrencer la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo en termes d'affres, en termes de morts, en termes de traumatisme et de souffrances indicibles infligées à notre population par cette intervention récurrente du Rwanda, ce pays voisin qui n'a fait que fabriquer de rébellions depuis l'AFDEL jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est que penser mettre fin à cette guerre par un accord, comme il est signé aujourd'hui à Washington, c'est une chose assez significative. Et Donald Trump met fin polémique. Il parle d'une guerre qui a fait autant de morts depuis plus de 3 décennies. Autant de morts. Dans une interview, vous l'avez entendu dire que, par exemple, le Rwanda a fait une chose qui n'a pas existé ailleurs. Ça signifie que des souffrances étaient tout à fait, ou sont encore aujourd'hui, insoutenables. Ça, c'est la première chose qui rend cet accord historique. Et son deuxième caractère historique, c'est ce spectacle que l'accord offre dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, avec tout ce que cela implique. C'est un accord qui ressemble un peu à ce que nous avons vu lors des accords de Camp David entre l'Égypte et Israël, devant le président Jimmy Carter, et les accords, après la signature des accords d'Oslo, la présentation devant le président Bill Clinton. Et ici, c'est la plus grande puissance politique, la plus grande puissance militaire et diplomatique du monde qui porte la charge de l'accord. Donc, le président Donald Trump se présente lui-même comme garant de cet accord. Nous, en droit international, on parle du Gentleman Agreement. C'est-à-dire, c'est ce type d'accord qui viennent remplacer les anciennes pratiques qu'on qualifie de vocation lorsque, à la signature d'un accord d'une aussi grande importance,
les partis le placer entre les mains d'une force jugée supérieure qui en assurerait la protection. Et c'est comme ça qu'on voyait par exemple pour l'acte général de Berlin, on pouvait dire au nom de Dieu Tout-Puissant, il y a des accords consignés au nom de la Très Sainte Trinité, ainsi de suite, pour symboliser la protection de la force supérieure entre les mains de laquelle l'accord pouvait être placé. Donc ça, c'est une chose assez significative. Et ici, c'est le président des États-Unis. Nous savons, nous tous, nous connaissons, c'est que les États-Unis ont joué directement ou indirectement dans les revirements, dans les changements de successives attaques intervenues dans l'Est du Congo. Aujourd'hui, c'est cette grande puissance, la puissance universelle, qui vous dit, écoutez, je prends l'engagement de participer à la fin de la guerre et qui annonce même la fin de la guerre. C'est absolument historique. C'est un accord historique parce que c'est le personnage, la personne de Tshisekedi. Lorsque nous expliquons les capacités d'un État sur la scène internationale, nous les plaçons sur les thèmes de ce qu'on appelle les déterminants de politique étrangère. Et parmi ces déterminants, nous citons entre autres les déterminants physiques. On voit par exemple la taille de l'État, le Congo tel que vous le voyez là, parce que si nous avions la taille du Rwanda après les conquêtes d'une partie importante du Nord et du Sud Kivu, on aurait disparu comme État. Mais si nous tenons, c'est parce que nous avons la géographie qui est la nôtre, qui est exceptionnelle, qui fait que nous avons un cadre matériel, un espace assez important pour nous réorganiser et devoir faire face à des incursions. Et nous avons dans les facteurs physiques, on trouve les facteurs démographiques, la population très nombreuse d'un peuple qui peut s'engager pour défendre son intégrité territoriale. C'est le cas, vous avez vu, lorsque le vice-premier ministre Guy Kabongou-Mwadjanvita est allé au front, est allé pour lancer le message à notre jeunesse afin qu'elle s'engage dans l'armée. Vous avez vu qu'en peu de temps, nous avons mobilisé autant de jeunes qui sont engagés pour la défense de la patrie sous les drapeaux. Et il y a un facteur très important aussi dans la puissance d'un État, un déterminant de la politique étrangère d'un État qu'on qualifie de la personnalité de l'homme d'État. Et ça, la personnalité de l'homme d'État, c'est cet élément le plus important en matière de politique étrangère qui fait que la simple prestance de l'homme, les capacités, sa clairvoyance, puisse faire qu'un pays désertique soit présenté comme une grande puissance mondiale. C'est ce qu'on voit avec la France. Lorsque la guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale est terminée, la France était un État vaincu. Elle est parmi les vainqueurs. Mais on vous a parlé de la grande gueule du général de Gaulle qui a sonné fort et qui a obligé Roosevelt à demander à Churchill de taire cette grande gueule en l'invitant autour de la table. Donc, Churchill a donc fait le plaidoyer de la France à la conférence de Yalta, en Crimée. Et pourtant, la France n'était pas à la table des négociations. Mais la part de la France a été bien gardée parce que c'était la grande gueule. Sur la plainte ou la plaidoirie, le plaidoyer de... Mais surtout la grande gueule qu'il fallait taire, le général de Gaulle, la personnalité de l'homme d'État. Et c'est comme ça qu'Isaac Ben Gourion a fait d'Israël une grande puissance. C'est l'homme, la personnalité de l'homme d'État. Aujourd'hui, le Congo en a un, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Vous avez vu comment, lorsque ça donnait l'impression d'une débandade, vous avez vu comment il est resté un homme seul, soudé dans sa conviction. Et il y a cru. Et ça, c'est son œuvre, c'est son résultat. Seul comme homme d'État. Et c'est ça qui fait des grandes nations parce que nous, en diplomatie, nous avons appris et nous enseignons que de tous les facteurs qui fondent la puissance diplomatique d'un État et ses capacités dans des relations internationales, le plus important de ces facteurs, c'est la personnalité de l'homme d'État. Et Félix Tshisekedi a su bien incarner cela dans la discussion, dans la négociation de cet accord. Et ce facteur à lui seul résume tout le reste parce qu'il est capable de supplanter les alliances militaires, il est capable de supplanter les hautes technologies, il est capable de supplanter les trahisons dans l'armée comme nous les avons vécues et tout ce qu'on a vécu. Donc,
Cela fait en troisième position que cet accord soit un accord historique. Voilà, justement. Mais depuis la signature de cet accord à Washington, l'accord de paix justement, suffisamment d'eau a coulé donc sous les ponts. Il y a notamment la déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit qu'ils attendent que les FDLR soient désactivés, soient neutralisés pour qu'ils commencent à faire ce qu'ils appellent donc retrait, ou ce que nous appelons en français simple retrait des troupes de l'armée rwandaise. Non seulement ça, un rapport le plus récent de l'ONU, relayé par le quotidien belge Le Soir, parle de Kagame qui s'oriente vers l'annexion de l'Est du pays. Alors que nous, ici, on est dans l'effervescence émotionnelle de cet accord signé à Washington. Oui, nous ne pouvons pas être assez naïfs pour ne pas savoir que le projet de Paul Kagame a toujours été cette ambition de penser qu'il peut annexer le Congo. En fait, il faut voir maintenant que le Rwanda a ses perceptions d'un Congo faible tel qu'il l'a toujours pensé ou l'a dessiné dans son subconscient général à son niveau. Mais ce n'est plus ce Congo-là. Ce n'est plus ce Congo qui était dirigé par un préfet qui était installé ici par le Rwanda. Ce n'est plus ce Congo-là. C'est un Congo dirigé par un président de la République conscient de ce qu'il fait, dynamique, un président fort qui s'appelle Tshisekedi. Ce n'est pas un Congo dirigé par un président arrivé au pouvoir avec les armes de Paul Kagame. Ça, il faut le noter. Et cette dynamique a changé. Autant que vous constaterez que, même en termes militaires, ce que nous avons perdu, c'est une bataille, nous n'avons pas perdu la guerre. Notre armée s'est battue, et notre armée s'est défendue, notre armée a fait du boulot, il faut l'en féliciter. Pendant 4 ans, jour pour jour, le Rwanda n'a pas fait ce qu'il faisait sous Kabila, parce que c'était comme un couteau dans du beurre. Lorsque le Rwanda décidait de prendre Goma, il prenait le même jour. Mais et ici, ça s'est fait au prix d'énormément de morts et de grands cimetières ont été ouverts au Rwanda. Mais l'ONU tire la sonnette d'alarme, ça c'est hyper important. C'est bien, c'est très important, mais je suis en train de signifier que ni notre population soudée derrière son chef, vous l'avez vu dernièrement encore, vous avez vu cette grande marche tenue à Kinshasa sur l'invitation du secrétaire permanent de l'Union sacrée, le professeur André Mbata, qui a prouvé en plus ou de plus que le président Tshisekedi reste président soutenu par son peuple. Et ce peuple n'est pas prêt à faire des concessions aussi honteuses de cette nature. Ni notre armée par ailleurs, qui a prouvé qu'elle était capable de se battre pour Félix ce pays qui va est-ce que ça valait la peine cette marche de Oui. la majorité présidentielle ou de l'Union sacrée, alors que l'ennemi ou donc l'agresseur est en train de peaufiner des stratégies. Il annonce dans les grands médias ne vous en faites pas. Ici à Kinshasa, la neutralisation des FDLR, c'est la condition sine qua non. Je vais y aller. Ils partent. Ici à Kinshasa, on ne fait plus que marcher. Je dis bien que le travail s'est fait. Vous avez vu que depuis, je crois, le départ du maréchal Mobutu, vous avez vu notre ministre de la Défense, Maître Guy Kabombo Madiamvita, que je salue, que je félicite pour le travail assez extraordinaire qu'il est en train de réaliser, distribuer ici des avions à nos forces armées. Ça n'arrivait plus dans ce pays. Ça signifie que pendant ce temps, ce n'est pas un Congo qui dort, qui attend qu'on vienne taper sur lui tel un enfant. C'est un Congo qui se prépare aussi et qui ne va pas se laisser faire. En même temps, nous pensons que nous discutons. Nous avons signé l'accord. Je vous ai dit que la politique étrangère au finish, elle n'a pas pour expression que la guerre, parce que la vraie expression de la politique étrangère, c'est la diplomatie, c'est que les guerres finissent par de voie pacifique, comme toutes les guerres finissent autour d'une table. Mais en même temps, nous négligeons aucun des déterminants
de notre politique étrangère, qu'il s'agisse de la guerre, qu'il s'agisse de l'activation de la vigueur et de toutes les forces du président de la République, qu'il s'agisse de l'organisation de notre armée ou de la structuration de notre économie, tout cela est mis en branle pour que l'on part à toute éventualité dès qu'il y en a. Vous êtes également, j'avais omis de le souligner, enseignant à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit, ce que je sache. J'enseigne à la faculté des sciences politiques. Justement. Alors, professeur Chilumbayi, cet accord garantit-il réellement une paix durable ou il masque tout simplement ce que nous avons, ou certains appellent, une forme de capitulation diplomatique? Il n'y a aucune capitulation. D'abord, il faut noter que amener le Rwanda à reconnaître qu'il envahissait le Congo, ce n'était pas une chose facile. C'est la toute première fois depuis que le Rwanda mène cette guerre depuis 30 ans. Il ne l'a pas reconnu. Et ici, c'est les efforts et la détermination du président Tshisekedi qui a conduit le Rwanda à se voir étranglé au plan diplomatique, et ça ne devait que le conditionner à signer l'accord par lequel il reconnaît clairement qu'il intervient au Congo militairement. C'est une grande victoire au plan diplomatique. J'insiste que la faiblesse ou la force d'un État ne se résume pas que par la perte d'une bataille militaire. C'est l'issue plutôt qui va tout déterminer. Nous sommes ensemble autour du chef de l'État, derrière le chef de l'État, pour conduire à bon escient cette issue que nous voulons être une paix durable, une paix définitive. Et c'est une guerre qui a beaucoup d'embranchements, que nous sommes en train de déconnecter un après l'autre, verrez que la paix va revenir. Il faut croire en cet accord. Encore, j'ai noté ici que c'est un accord qui a été couvert de ce sort du Gentleman Agreement en la personne du président Donald Trump, qui ne va pas, à mon avis, accepter que le prestige des États-Unis et du bureau ovale où cet accord a été présenté pour la première fois après sa signature par nos deux ministres des Affaires étrangères, voilà, puisse être entamé. Le Parlement congolais, vous êtes parlementaire justement, le numéro 2 de l'Assemblée nationale. Dites-nous si vous avez été associé à cette démarche en amont. Oui, le chef de l'État avait pleinement informé les présidents des deux chambres du Parlement du déroulement de ces discussions et du contenu de l'accord. En fait, c'était était le cas, mais vous avez vu quand même la réaction de votre titulaire. Non. Vital Kamerhe. J'étais hier en réunion du bureau de l'Assemblée avec le président Vital Kamerhe, qui ne reconnaît pas avoir émis une telle réaction. D'ailleurs, son parti, l'UNC, s'est exprimé clairement là-dessus, soutenant l'accord et réaffirmant sa fidélité au président de la République et son soutien indéfectible à l'activité diplomatique du président de la République en ce qui concerne cet accord. Et lorsqu'on annonçait que cet accord avait été paraphé à Washington, l'Assemblée était en plénière. Vous avez vous-même assisté combien et comment l'Assemblée dans son ensemble, qu'il s'agisse de l'opposition de la majorité, a frémi d'applaudissements pour saluer la bravoure et les efforts du chef de l'État. En effet, il y a ce souci, il y a ce message, j'en ai entendu parler, bien sûr, des gens qui ont évoqué l'idée que l'accord soit soumis à la ratification du Parlement selon les prescrits de l'article 214. Et vous êtes en vacances parlementaires, l'accord doit entrer en vigueur. Nous sommes en vacances parlementaires, mais il faut noter ici que à cette réalité qui est une évidence du droit international qui prévoit que la ratification des accords se fasse conformément aux prescrits du droit interne, il y a toujours des exceptions qu'il faut noter. La première de ces exceptions, c'est notamment que pour les accords de paix, mais qui incluent une idée de cessation des hostilités, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a pris cette habitude de les signer en forme simplifiée comme c'est fait dans le cas d'espèce. L'accord prévoit qu'il entre en vigueur
après sa signature, et la signature a été faite. Il n'y est pas prévu de mécanisme de ratification, malheureusement, pour qu'il soit soumis à la ratification. Donc, en plus, le président a le feu vert. Oui, le président a le feu vert parce que cette exception du droit international qu'on appelle urgence veut par exemple qu'on ne justifie pas la continuation des affres que nous avons déplorées ici, des tueries, parce qu'il faut attendre la rentrée parlementaire pour ratifier l'accord. Généralement, les accords incluant des mécanismes de cessez-le-feu sont conclus en forme simplifiée. Et ça, c'est bon, il faut dire que le comble, notre malheur aujourd'hui, c'est souvent que lorsque on parle du droit constitutionnel, beaucoup de gens ne voient que les prescrits constitutionnels. Le droit constitutionnel ne se limite pas qu'aux écrits de la Constitution, il dépend aussi de l'engagement international des États et des dispositions des accords internationaux qui sont signés, qui font dépendre la volonté du droit interne. Parce que pour le droit international, en fait, le droit interne, c'est un fait, y compris les décisions judiciaires coulées en la force des choses jugées. Pour ce cas, il y a l'exception d'urgence qui ne voudrait pas que les misères de nos populations qui doivent regagner leur ménage attendent encore 3 mois pour que l'Assemblée soit en session. Évidemment, des ONG, des politiques, je ne cite pas leur nom ici, évoquent un accord qui fait tabula rasa de tous les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et puis comme si, au nom de cette paix, c'est fini, il faut chanter requiem sur tout ce que les Congolais ont enduré, des millions de morts qui sont partis. Alors, c'est un accord qui fait abstraction de la justice, et l'arbitre américain n'a pas fait allusion. Vraiment non. La RDC est signataire du traité de Rome de la Cour pénale internationale qui consacre des principes généralement qualifiés par l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités comme de principes relevant du droit impératif, le jus cogens, qui est l'ensemble des normes reconnues et acceptées par la communauté internationale des États dans son ensemble comme règles auxquelles aucune dérogation n'est permise. Donc, il n'est pas du pouvoir de la RDC de signer un accord qui consacrerait de telles excuses. Et vous verrez même que dans l'accord, cela ne figure pas. Il n'a même pas parlé de l'agression. Il n'y a pas mesure d'amnistie, il n'y a pas mesure d'oubli pour les crimes odieux qui ont été commis dans le pays depuis 1996. Et d'ailleurs, même si de telles mesures pouvaient être intégrées dans cet accord, elles seraient inopérantes. Parce que aucun accord aujourd'hui, et c'est dit dans l'article 54, 55, dans les articles 53, 54, 55 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, aucun accord. Donc, s'il y a un accord qui est signé et dont la vocation est de porter atteinte à une disposition impérative du droit international, cet accord est nul. Et donc, même si de telles mesures étaient consacrées par l'accord, elles ne seraient bien évidemment pas opérantes par rapport au fait que les criminels doivent répondre de leurs actes. Il n'y a pas d'impunité consacrée par l'accord. Il n'y a même pas raison d'en parler parce que ce n'était pas au rendez-vous. Et donc, qu'ils sachent que tous ceux qui ont offensé la conscience collective de l'humanité par des actes de viol, des tortures, des pillages, de déplacements forcés des populations, des recrutements forcés des mineurs ou d'intrusions forcées de paisibles citoyens dans les forces armées devront être poursuivis et répondront infiniment de leurs actes devant les instances tant nationales qu'internationales. Et quels sont, selon vous, les mécanismes de suivi ou de contrôle que vous jugez nécessaires justement pour éviter un énième accord sans effet? L'accord lui-même prévoit un mécanisme de suivi et je crois que c'est un mécanisme qui sera efficace. Ne vous en faites pas, ne pensez pas que le Rwanda est à l'aise avec cette guerre. Il n'est pas à l'aise. Le Rwanda a perdu beaucoup de ses fils parce que ce n'est pas une guerre qui s'est faite comme elle se faisait
sous Kabila, dans sa complicité légendaire. C'est une guerre à laquelle nos forces armées ont participé avec toute la vigueur d'une armée qui se réorganise, et on fait beaucoup de morts parmi les militaires rwandais. Et plus personne au Rwanda n'est d'accord de voir cette situation perdurer. Tout le monde a besoin de la paix, et cette paix va devoir s'installer. Mais ici, vous avez entendu des gens qui vous disent des choses en ce qui concerne le contenu de cet accord, bradage des minéraux, cogestion des ressources. Rien de tel n'est prévu dans cet accord. Et lorsque l'accord parle de cogestion des ressources communes, elles sont énumérées. Là où le parc est transfrontalier, c'est tout à fait normal que l'on parle de la cogestion parce qu'il est transfrontalier. Là où il y a des richesses, par exemple maritimes, des richesses du lac Kivu, des richesses pétrolières, c'est transfrontalier, oui. Il est nécessaire que des mesures soient prises pour la gestion coordonnée ou la cogestion de telles ressources. Ce n'est pas la première fois que cela est consacré. Et l'énergie générée par la centrale hydroélectrique, ce n'est pas la première fois de la Russie. Ce n'est pas la première fois que cela est consacré. D'ailleurs, cette centrale existante ou celle à construire éventuellement a toujours été basée sur ce type d'accord depuis la CIRGL. Le maréchal Mobutu. C'est plutôt la CPGL. La CPGL plutôt. La CPGL, oui. CIRGL. Merci beaucoup, depuis la CPGL. Donc ça a été ainsi consacré. Il ne faut pas que des gens qui lisent de manière simplement passagère des textes puissent venir mettre dans les têtes des Congolais l'idée que le Congo a accepté de co-gérer ses ressources avec le Rwanda. Ce n'est pas le cas. Le traitement des minéraux, le coltan, c'est à Kigali ou c'est à Goma? Attendez, cher Fabien. Ça sera à Kigali ou à Goma? Attendez, cher Fabien. Oui. Le coltan que nous exploitons aujourd'hui, il est traité où? Le coltan, il est traité en Chine, il est traité ailleurs. Non, mais d'abord... Et dans l'hypothèse où le Rwanda aurait développé des capacités pour traiter le coltan et que nous, dans le cadre d'une coopération annoncée, nous disons qu'il faut le traiter au Rwanda, je ne vois rien que nous perdrons si nous n'avons pas nous-mêmes installé des capacités de son traitement. Voilà, un agresseur qui a fait autant de millions chez vous, vous allez accepter de traiter les minéraux chez lui. Beaucoup de gens. Est-ce que les Congolais vous pardonneront ça? La Deuxième Guerre mondiale s'est terminée par la création de ce qui est devenu l'Union européenne aujourd'hui. Au départ, c'était des organisations techniques autour de l'Euratom, autour de la CECA, du cuivre et de l'acier. Et parce que la France a accepté avec l'Allemagne, ennemie d'hier tout simplement, de pouvoir co-gérer des secteurs qu'ils estimaient pouvoir renforcer les mécanismes de paix qu'ils venaient d'obtenir. Et donc, nous ne sommes pas en train d'écrire ou de lancer l'histoire. Le monde est jonché d'exemples de cette nature-là qui, pour raison de la paix, ont été réalisés et se sont montrés concluants. Lorsqu'on parle de mécanismes d'intégration régionale, j'apprends des gens qui vous disent des choses autour de la notion d'intégration qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Ici, il est question du type d'intégration qu'on choisirait, qui peut être fonctionnel ou néo-fonctionnel, et pas fédéral, de ce que je sache. Ça signifie qu'il est question de mettre en place deux mécanismes de suppression des barrières initiales à la circulation des personnes et des biens, avec toutes les autres possibilités qui peuvent être envisagées et qui peuvent aller jusqu'à l'union douanière, à l'union monétaire, à tout ce qu'on peut penser. Et nous ne sommes pas premiers à envisager une telle hypothèse si jamais on pourrait la perfectionner. Et le plus important ici, c'est que les principes d'indépendance, de souveraineté, d'intégrité territoriale et de non-agression ont été réaffirmés dans l'accord. Et voilà, nous abordons, on a d'une pierre deux coups abordé également le deal minier.
mais dont le contenu reste justement à découvrir. On ne peut pas discuter du secte des anges en ce moment. Attendons le moment venu. Le signal de Washington, dialogue interne, on en parle beaucoup. Fayulu a rallié le camp Tshisekedi. Mouzito l'a fait aussi il y a quelques heures. On sent que dans l'idée du camp de la patrie proposée par Mouzito, plutôt Fayulu, il y a les catholiques, franchement, vous sentez qu'il y a les catholiques et les protestants dedans dans leur démarche. Vous sentez qu'il y a un plaidoyer pour celui que vous avez appelé ancien préfet de Kigali, qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Et voilà, la question, c'est celle de savoir, nouveau dialogue politique, mais avec qui et pourquoi exactement? Oui, nouveau dialogue politique avec qui vous avez appris que le président a toujours affirmé qu'il était ouvert à discuter avec tout Congolais dans les limites de ce que la moralité et nos lois prescrivent. Et que si jamais il y a ce nouveau dialogue, beaucoup de gens insistent sur ce qu'ils estiment être des revendications et oublie que le président Tshisekedi lui aussi a réclamé. Les gens viennent, c'est que l'on sait des dialogues politiques, c'est que ça finit par le partage du pouvoir. Et je n'en connais pas un. Le dialogue politique, depuis l'antiquité de Platon, qui s'est déroulé et qui s'est terminé sans partage du pouvoir. Il n'y en a pas eu. Et donc, il faut que les Congolais sachent que ceux qui réclament le dialogue réclament le partage de pouvoir et que cela a des conséquences sur l'architecture institutionnelle actuelle. Ça signifie quoi? Cette architecture qui veut que... Un gouvernement éléphantesque? Non, qui veut qu'il y ait élection chaque 5 ans et que celui qui gagne gouverne, celui qui a perdu fasse l'opposition. Le président Tshisekedi lui-même, je crois qu'il a réclamé, si jamais il y a un dialogue, il a exigé, à réclamer ces 2 mandats qui ont été torpillés alors qu'il a été élu par ce peuple pour diriger ce pays. Il a réclamé. Et donc que les gens ne se fassent pas l'idée des exigences n'importe lesquelles qui seraient acceptées de n'importe quelle façon. L'opposition parle de l'exclusion. La société civile évoque ce qu'elle appelle crise de représentativité. Alors que répondez-vous assez rapidement pour qu'on évolue? Je ne sais même pas ce qu'on entend par exclusion, qui est exclu parce que le pouvoir s'exerce démocratiquement autant qu'il y a eu élection. C'est le vainqueur qui gouverne. Les vaincus font l'opposition. Alors, si l'opposition veut gouverner avec le vainqueur, la majorité, elle est ouverte. L'opposition n'a qu'à rejoindre la majorité pour gouverner avec le vainqueur. Vous pouvez accepter Katumbi autour de la table, Fayulu Mouzito, c'est déjà inacquis. Vous pouvez accepter Kabila autour de la table. Ce n'est pas la première fois que Katumbi a été accepté autour de la table. Mais Kabila Kabila et son M23 sont une situation à gérer. Et Nanga aussi. J'ai dit Kabila et son M23, c'est une réalité, il faut l'apprécier. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense le chef de l'État, mais j'ai une opinion personnelle sur ce qui concerne toutes ces personnes qui ont pris les armes pour saboter la République. Oui, le dialogue est-il une ouverture réelle ou un mécanisme pour désamorcer une tension interne? Je ne pense pas, à mon avis, qu'il n'y a pas de crise politique au pays. Il y a une majorité qui est compacte, qui gouverne le pays. Il n'y a pas de crise politique. Nous avons une crise d'agression par le Rwanda. C'est celle qui est en train d'être résorbée par l'accord de Washington et des accords à venir. Mais parce que les gens veulent parler du partage des pouvoirs, ils veulent vous dire qu'il y a une crise politique. Il n'y a pas de crise politique. L'Assemblée nationale fonctionne à merveille, elle est stable. Il n'y a pas de crise politique parce que c'est elle souvent l'expression de ces crises politiques. Le président de la République, il est ouvert à des discussions avec ceux qui sont intéressés à participer à la gouvernance. Il n'y a pas de crise politique. Voilà, il y a des urgences sociales. Le peuple doit se retrouver. Ceux qui travaillent doivent retrouver le véritable pouvoir d'achat. Le panier de la ménagère. Il y a des urgences sécuritaires.
le Rwanda contre une partie du pays. Est-ce que ce dialogue ne pourrait-il pas détourner l'attention des vrais problèmes? Oui, moi je crois que c'est une tentative de détourner l'attention des vrais problèmes. Les vrais problèmes, le président Tshisekedi les prend à bras le corps. Les vrais problèmes que ce peuple attend sont des problèmes des enclavements parce que les paysans veulent acheminer ce qu'ils produisent. Ils veulent rentrer au travail, c'est ce que le président Tshisekedi a fait ou qu'il est en train de faire par la construction dans le pays pour la première fois des routes interprovinciales qui relient de nombreuses provinces. Vous avez vu aujourd'hui, vous avez cette promesse du ministre des Travaux des ITPR que je vis dernièrement, qui montrait qu'il était satisfait de l'évolution des travaux sur l'axe Mujimai Ngouba dans l'Oualaba. Vous imaginez un peu ce que ça fait, c'est extraordinaire. C'est que d'ici quelques mois, le Congolais pourrait quitter au volant de sa petite voiture de Mwanda à Lubumbashi ou à Vansé, Kasomeno, Kalemi jusqu'à Uvira, avec cette possibilité que si cette guerre n'avait pas eu lieu, la route Uvira-Bukavu serait terminée. Donc le Congo sera parcouru en voiture et ça c'est un miracle signé Tshisekedi. On ne peut comparer cela à une quelconque gouvernance vécue depuis notre indépendance, ça vous pouvez le noter. Je vous ai dit que le peuple d'abord demeure, le mot maître pas un slogan. Nous sommes déjà dans la gouvernance justement, c'est la question qui caresse mon esprit. Le peuple d'abord, un slogan fort de ce régime, pas un slogan, mais que reste-t-il? On peut dire le mot d'ordre copié de Etienne Tshisekedi, que reste-t-il de sa mise en œuvre? Elle est là, Fabien. Nos militaires sont payés. J'ai dit que ce n'est pas encore suffisant, mais ils sont payés comme jamais un militaire n'a été payé dans ce pays depuis notre indépendance. Et je peux vous dire comme jamais un militaire n'a été payé dans cette région centrafricaine depuis la naissance des États qui la composent. Vous connaissez comment le peuple d'abord est toujours la règle. Sont souvent devant les banques pendant des heures et des heures. Nous sommes aujourd'hui le 3. Jusque-là, l'exercice n'est pas encore commencé devant les banques. Vous êtes élu du peuple dans le Kasaï central, mais Fouamba avait reçu mission de commencer à payer les gens, les fonctionnaires ou les agents de l'État entre le 15 et le 20. Jusque maintenant, oui, mais vous le dites bien. Ceux qui payent, c'est des banques commerciales. Et les difficultés opérationnelles des banques commerciales qui sont bien évidemment en train d'être corrigées ne peuvent absolument pas être imputables ou imputées à Fouamba, qui fait le mieux. C'est un ministre assez dynamique, vous le constatez. Nous avons un très bon gouvernement qui fait très bien son travail, que ce soit les affaires étrangères, la justice, que ce soit on va le remplacer bientôt. Je vais bien. Oui. Alors, je disais que ça, c'est l'effort des banques commerciales qui est en train d'être amélioré. Lorsque vous parlez des fonctionnaires, je veux que vous posiez les pommes de ces natures-là. Mais ce que vous savez, c'est que ils sont des milliers qui ont retrouvé leur salaire après plusieurs années de galère. Il y en a qui totalisaient 30 ans, on les appelait nouvelle unité. C'est grâce à Tshisekedi qu'ils sont payés. Et ils retrouvent bien sûr des difficultés à être payés parce que les banques ne sont pas installées partout. Mais le plus important, c'est qu'on a résolu le problème de fonds et ils sont payés. Aujourd'hui, ça demande combien d'années pour que la paye soit fluide, rapide? Moi, j'entends les gens qui parlent de la gestion, qui parlent de la gouvernance, des gens qui tentent de parler du passé ombrageux que nous avons vécu dans ce pays. Comme professeur d'université, je ne peux pas vous dire à quel niveau je place l'avènement du président Tshisekedi comme président dans ce pays ici. Parce que pour la première fois, moi j'ai vu des universités, des grandes universités modernes être construites en 5 ans. Là où depuis le départ des Belges, on n'en a construit aucune. Que ce soit dans les 32 ans du maréchal, que ce soit dans les 4 ans de Laurent Désiré Kabila, que ce soit dans les 18 ans de Joseph Kabila. Je suis à Kinshasa ici. J'ai posé la question à un ami qui est de l'ancien parti de Joseph Kabila, le PPRD. Je lui ai posé la question, lorsque vous prenez 18 ans de pouvoir à Kinshasa ici, est-ce que vous pouvez me citer
les réalisations en termes d'infrastructure, par exemple, signées Joseph Kabila, et sans apport extérieur. Il a sionné, il m'a cité l'immeuble intelligent, construit par Matata Pogno, avec surfacturation, on a parlé de 40 millions de dollars. Oui. Moi, je lui ai dit, bon, tu veux maintenant que je te cite ce qui est fait en seulement 5 ans. Lorsque j'ai commencé à citer, lui-même s'est mis à applaudir. Je lui ai cité l'IBTP, je lui ai cité l'IPED, je lui ai cité le palais présidentiel, je lui ai cité le centre financier. Il était... lorsque la liste est longue. Elle est très longue. Est-ce que quelqu'un a gouverné ce pays comme Tshisekedi avant? Alors, vous avez droit de défendre justement la gouvernance. Non, mais vous êtes un journaliste. Objectivement, dites-moi si quelqu'un a gouverné ce pays comme Tshisekedi avant. J'ai dit, la liste est longue. Bientôt, pour aller à l'aéroport, on va amener les visiteurs sur des routes viables. Je demande au lieu de passer seulement par objectivement, dites-moi si quelqu'un a gouverné ce pays mieux que Tshisekedi avant. C'est moi qui vous pose des questions sur ce plateau et non pas professeur Chilumbaï qui est maintenant journaliste. Vous posez des questions aux journalistes. Professeur Chilumbaï, est-ce que c'est bien, la liste est longue. Très longue. Ce sont des preuves tangibles. Mais dites-nous, ça demande quoi d'honorer les engagements avec les formations hospitalières dans le cadre de la gratuité de la maternité? Je suis très content. Ça demande quoi exactement? Parce que certaines formations médicales ont d'abord suspendu le contrat avec le gouvernement. Je suis très content que vous me posiez cette question-là. Parce que lorsque ces engagements étaient régulièrement honorés, personne de vous, les journalistes, n'a dit à ce peuple que le président Tshisekedi a honoré son engagement de maternité gratuite, parce que ça, c'était la promesse du président. Il a dit que la maternité, c'est un service public. Voilà. Elle ne devrait plus être une pénalité pour les mamans. La question maintenant, on ça en vient à la demande question. quoi? Ça demande quoi d'honorer les engagements? C'est une réforme à peine mise en place. Les mécanismes de fluidité de son opérationnalisation sont en cours. Je salue Dr Kamba, le ministre de la Santé publique, qui fait un travail assez extraordinaire et qui ne dort pas et qui toque à toutes les portes. Les populations congolaises doivent être rassurées que cette réforme ne reculera pas autant que celle de gratuité de l'enseignement, et donc elle va aller s'améliorant jusqu'à ce qu'elle couvre l'entièreté de notre pays. Et je vous ai dit que moi, je suis professeur d'université. Depuis l'existence de ce Congo-là, pour la première fois, lorsque je suis malade, j'ai choisi l'hôpital de mon choix. Je vais me faire soigner, y compris mon épouse et mes enfants, gratuitement aux frais de la République. Lorsque c'est grave, un avion est affrété par la République. Je suis acheminé à l'étranger, je suis soigné gratuitement aux frais de la République. Vous êtes le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Lorsque je meurs, les obsèques sont assurées par la République et des obsèques dignes. Ce n'est plus ce que nous avons vécu pendant les 18 ans de la préfecture. Mais là, c'est quand même la République des professeurs d'université mourait. La République des professeurs docteurs, tous. Nous ne sommes pas professeurs docteurs. Je ne cite pas que cela. J'ai commencé à vous citer ce que le président Tshisekedi a fait pour les militaires, ce que le président Tshisekedi a fait pour les enseignants, ce qu'il a fait pour les fonctionnaires, ce qu'il a fait pour les magistrats, ce qu'il a fait sur la route, ce qu'il a fait pour les étudiants à l'université, ce n'est pas que les professeurs. Voilà. Quelles sont justement les réformes institutionnelles? Vous êtes au Parlement, et des réformes sociales qui sont à inscrire dans cette législature en cours pour incarner réellement la vision. Elles sont très nombreuses. Quelques-unes. La sécurité sociale, par exemple. Aujourd'hui, c'est presque tous les fonctionnaires de l'État, toutes catégories confondues, qui sont affiliés, qui sont éligibles à la sécurité sociale, qui, pour la première fois depuis 1960, peut encore fonctionner dans ce pays. Ça, c'est une chose assez certaine. Donc, vous pouvez croire que vous avez ce président qui diversifie son action et que cette action va devoir être très visible d'ici quelques années lorsque tout cela sera finalisé. Mais voilà, nous aurons peut-être
un autre numéro de cette émission pour parler des réalisations. Parce que si vous vous mettez à citer toute la liste, ça va être... Mais si vous me demandez de citer pour les 18 ans passés, je peux vous le faire en 1 minute. Pas de problème. Alors, parce qu'une province comme la mienne, le Kassai central, pendant 18 ans, je n'ai pas vu un mètre de peinture sur les murs. Voilà, certains pensent que le slogan est devenu tout simplement un outil de marketing politique, le peuple d'abord, qu'ils appellent le ventre d'abord. Voilà, UDPS, c'est la dernière question pour cet entretien. Pourquoi ce chaos entretenu au parti présidentiel? Rangers, qu'est-ce qu'il est en train de faire finalement? Le bicéphalisme, Kabouya, et puis l'autre, si c'est Bazoubou, bon voilà, excusez-moi de massacrer le nom. Bizibou. Voilà, Bouzibou. L'UDPS traverse des turbulences internes qui sont connues de tous. S'agit-il d'un chaos organisé ou d'une crise tout simplement de leadership? Je ne pense pas que ce soit un chaos organisé. Il y a bien évidemment dans la crise qui traverse le parti, ce que je peux qualifier de péché originel. C'est qu'à partir du moment qu'à un moment donné de notre existence, nous avons tenté de mettre de côté les textes en tout ou partie. Ça fait que nous devenions une sorte de bateau ivre. Vous-même, vous êtes de quel camp? Kabouya ou bien Bouzibou? Fabien, moi je suis disciple de Tian Tshisekedi. Je ne peux pas être du camp de Kabouya ou du camp de Bizibou. Je suis disciple de Tian Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas le slogan Tosa? Non. Tosa, Bizibou et Kabouya sont des collègues du combat avec lesquels j'ai été derrière Tian Tshisekedi. De son vivant, moi et un groupe d'intellectuels, de leaders au sein du parti, nous avions créé une structure que nous appelions Table Ronde, qui avait mobilisé l'essentiel du leadership du parti en ce moment-là pour déceler dans le chef du président Félix Tshisekedi l'incarnation du futur leadership du parti, et nous l'avions choisi comme leader. Et donc, je ne suis pas un jeune adhérent pour être du camp de tel ou de tel. Je suis disciple de Tian Tshisekedi. Ce qui compte ici, c'est de dire qu'en même temps qu'il y a cette vivacité démocratique au sein du parti qu'il faut louer, le plus important, c'est la mobilisation, la motivation de nos militants, de nos combattants, de ce que nous sommes en train de faire pour l'avenir du pays. Et les efforts sont en cours pour que l'ordre et la paix règnent au parti entre les fractions qui s'entredéchirent, parce que c'est une crise au sein d'un organe du parti dont je ne suis pas membre. Moi, je suis de la commission électorale permanente du parti. C'est une crise au sein de l'exécutif du parti. Je crois qu'elle sera jugulée bientôt. Le voilà, Chabani Jacquemin, qui était avec vous dans cette commission électorale du parti et vice-premier ministre en charge de la sécurité, donc l'intérieur, sécurité, également affaires coutumières et décentralisation. Vous êtes numéro 2 de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui reste encore de cette structure? Ça sera une autre question. Elle est opérationnelle, elle est animée par moi comme intérimaire, parce que je ne suis pas frappé par l'incompatibilité, ce qui est le cas pour Maître Jacquemin Chabani. J'assure l'intérim jusqu'à nouvel ordre. Et voilà, la toute dernière préoccupation, l'UDPS peut-elle encore aujourd'hui se présenter comme un parti d'unité nationale après toutes ces années de combat, ou s'agit-il maintenant d'une formation politique en proie à des intérêts claniques? Non, le parti n'est pas un parti d'intérêt clanique. Et déjà, vous-même, lorsque vous avez cité ici le ministre Chabani, nous pouvons en citer autant. D'abord, qui font très bien leur travail. Vous avez lui-même le ministre Chabani qui fait très bien son travail. On peut tout dire, la ville respire, le Kouloune a reculé nettement. Il y a encore à faire, c'est vrai. Vous avez le vice-premier ministre Liaou qui fait très bien son travail. Ce n'est pas clanique ça. C'est un Équatorien. Vous avez Madame Akassia qui fait très bien son travail. Elle n'est pas clanique, elle est aussi
équatorienne. Vous avez le vice-premier ministre Guy Mwadjavita qui fait très bien son travail. Vous avez la dame de fer, la première ministre Judith Suminwa qui fait très bien son travail, qui est premier ministre, qui tient un gouvernement exemplaire jusqu'ici, qui n'est pas clanique. Donc, ça vous reflète déjà l'idée que l'UDPS n'est pas clanique, c'est ce parti qui reste l'unique parti à vocation nationale et qui a le destin de ce peuple à main. Voilà, on a pratiquement fini. Est-ce qu'en ce moment ici, où le serpent est dans la maison en train de mordre les enfants qui sont morts, les enfants de ce pays, est-ce que ça valait la peine d'aller à Tokyo et Osaka, appelant les gens à venir investir au Congo? Je termine, Jean-Claude Chilumbayi. Alors qu'on était focus sur Washington avec cet accord, est-ce que c'était prioritaire, cette mobilisation? Est-ce que vous avez ressenti une certaine carence à Washington? Nous avions la brave Kimpavita congolaise moderne, Madame Kaikwamba, qui a fait le travail pleinement avec son équipe de combattants du terrain qui étaient là, dont le Dirkaba Wamesu et le Jean Mamba Moubiaï, que je salue tous en passant ici. Il n'y avait pas carence. Et à Tokyo, Madame Suminwa n'est pas allée en villégiature, et elle n'est pas allée en dîner ou en gala là-bas. Elle est allée faire du travail d'attraction et d'invitation des investisseurs. Vous avez vu qu'elle a signé des accords très importants dans cette grandiose ambition d'industrialisation du pays. Beaucoup de gens ont parlé du voyage du président Tshisekedi aujourd'hui. Et vous avez constaté ce que ça représente, qu'investir dans la diplomatie. Moi, je visite nos ambassades à l'étranger, j'ai des témoignages des investissements réalisés dans le domaine de la diplomatie. Et nous sommes en train tous de vivre les retombées, que ce soit au plan économique, que ce soit au plan politique, la paix en phase d'être retrouvée. Tout ça, c'est des efforts du travail extraordinaire qui a été abattu dans les voyages du président Tshisekedi et aujourd'hui dans les voyages de Madame Suminwa qui fait un travail extraordinaire et de Madame Kaikwamba. Jean-Claude Chilumbayi, je vous remercie de votre disponibilité au-delà de vos charges d'État. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes au cadre de l'UDPS, premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur d'université, donc à l'UNIKIN et dans d'autres universités à travers le pays. Et Jean-Claude Chilumbayi est avocat de son État. Merci et à très bientôt pour le décryptage d'autres sujets d'actualité par rapport à l'évolution de ce qui se passe à Washington et au pays. Merci beaucoup.